Bonjour, je vous adresse à nouveau un appel quelque peu solennel. Même si la plupart des gens semblent s'être désintéressés du Covid ou pensent que le danger est passé, nous vivons en réalité un moment riche de potentialités, une véritable fenêtre d'opportunité. Il est urgent et vital, à ce stade, de continuer à mettre en lumière implacablement la fraude et la corruption qui ont présidé à l'imposition des mesures de contrainte violentes et destructrices que nous avons vécues depuis bientôt 3 ans. La plupart des gens, bien sûr, sont dans l'ignorance. S'ils n'ont fait qu'écouter les médias mainstream, les gouvernements et les agences de santé, sans compter les médecins de plateau qui sont des piliers de la corruption systémique, ils ont une vision complètement faussée de la réalité des choses. Toutefois, nous vivons à une époque où il est à peu près impossible de retenir l'information malgré les efforts désespérés du camp d'en face. Laurent Toubiana, qui en France est le meilleur connaisseur de l'épidémiologie des maladies respiratoires virales, a publié tout un livre dans lequel il dit que cette épidémie n'est ni plus ni moins qu'une épidémie banale, bénigne, correspondant à ce que nous avons connu chaque année avec la grippe annuelle. John Ioannidis, une des références mondiales en matière d'épidémiologie, dans ses nouveaux pointages, a montré qu'en dessous de 70 ans, vous n'avez à aucun moment, à cause du SARS-CoV-2, couru un risque différent de celui de n'importe quelle autre année. Évidemment qu'au-dessus de 70 ans, les choses ont été plus compliquées, mais d'une manière parfaitement corrélée, alignée sur l'âge, sachant qu'on meurt beaucoup plus à 75 ans qu'à 65 ans, beaucoup plus à 85 qu'à 75 et encore beaucoup plus à 95 qu'à 85. Avec le vieillissement de la population d'année en année, c'est vrai qu'il y a plus de morts, mais si jamais on pondère la mortalité 2020 à la lumière du vieillissement de la population, nous n'avons absolument rien trouvé d'anormal. Au contraire, 2020 aura été une des années les moins mortelles de l'histoire de nos pays. Il y a eu bien sûr un ensemble de dommages qui ont été créés, mais fondamentalement du fait des mesures de contrainte qui ont été imposées. Et je rappelle là encore, John Ioannidis vient de publier avec ses co-auteurs Michaela Schipers et Harry Joff un article dans lequel il parcourt toutes ces mesures non pharmaceutiques en montrant qu'il n'y a aucune donnée probante, montrant qu'aucune d'entre elles n'a eu d'utilité face à cette épidémie. Par contre, des effets destructeurs à l'appel, et donc nous sommes obligés aujourd'hui d'arriver collectivement au constat qu'il y a eu un grand moment de panique et de corruption collective, mais en pure perte, si nous n'avions strictement rien fait et que nous avions laissé les médecins soigner les gens malades, si nous avions protégé les groupes à risque comme les personnes âgées, eh bien nous en serions sortis beaucoup mieux, malgré le désastre de la réponse sanitaire. Eh bien, il n'y a pas eu de casse particulière, il n'y a pas eu de surcharge des hôpitaux, il n'y a pas eu de pandémie dramatique. Alors évidemment, pour la plupart des gens, cela va paraître du chinois. Il y a tout cet effort de compréhension et d'intelligibilité à rattraper pour tous ceux qui n'ont eu accès qu'à des sources malhonnêtes ou fallacieuses. Mais toujours est-il que par les temps qui courent, les nouvelles sortent de partout. Il y a des procédures engagées à beaucoup d'endroits. Le docteur Anthony Fauci, qui est le pilier de la corruption institutionnelle aux États-Unis et qui a dicté cet agenda dystopique dans la réponse au Covid, était entendu aujourd'hui dans le cadre de la plainte déposée par les procureurs des États du Missouri et de la Louisiane avec quelques-uns des meilleurs épidémiologistes au monde pour répondre du fait qu'il a lancé des campagnes de diffamation, de salissement de réputation et de destruction des initiatives de santé publique qui respectaient les bons principes. À la lumière de ce que je viens de vous dire, il faut se rappeler que la santé publique prohibe d'imposer des mesures dont on n'est pas absolument sûr, dès lors qu'elles imposent des restrictions ou des violations des droits de la population, dont on n'est pas entièrement sûr qu'elles soient absolument efficaces à coup sûr et absolument nécessaires, qu'on ne puisse pas faire sans.
Or, ces principes ont été piétinés dans tous les différents pays, mais dans un agenda dicté en particulier par l'OMS et par le docteur Anthony Fauci. Des lanceurs d'alerte de Pfizer aux États-Unis ont mis en lumière des violations graves des procédures normales d'une manière où, selon la décision d'un juge en particulier au Texas, Pfizer peut être conduit à la faillite dans les 24 heures. En France, Idriss Aberkan est en train d'exhumer en pleine lumière les magouilles entre l'AFP, l'État français et des officines de fact-checking qui sont en réalité des officines de propagande dont toute l'action visait à dénigrer des voix expertes capables d'expliquer la réalité de la situation par des procédés absolument douteux et déloyaux. Tout cela est en train de sortir maintenant et nous devons absolument faire du bruit. À l'invitation d'Ariane Bilran et de Vincent Pavant, nous avons eu 2 colloques, l'un à Lisbonne, l'autre dans la région de Marseille, où nous avons exposé la réalité de la corruption et de la fraude dont je vous parle. Des experts qui travaillent depuis 3 ans dans leur domaine de spécialités différents sont venus présenter la réalité et la gravité de ces fraudes et corruptions. Pierre Chaillot, statisticien, a montré comment toutes les données relatives au Covid ont été truquées de fond en comble pour générer cette impression de vivre un événement exceptionnel, alors que les données de la science, les données de l'État, les chiffres officiels, si on sait les lire et qu'on n'a pas d'intention malveillante dans la manière de les présenter, démontrent que 2020 a été une année normale. Il y a une mortalité beaucoup plus forte qu'attendue en 2021 et 2022, mais ça n'est pas dû au SARS-CoV-2 et il faudrait se poser la question de l'origine de cette surmortalité. Vincent Pavant, génie des mathématiques, est venu démontrer comment les modèles épidémiologiques mis en avant sont frauduleux, et notamment comment 2 membres du conseil scientifique français nommés par Emmanuel Macron, Fontanet et Cauchemès du Collège de France et de l'Institut Pasteur, ont falsifié des études pour donner à sa demande à Emmanuel Macron des informations frauduleuses lui permettant de faire paniquer la population et de justifier de mesures qui n'auraient jamais dû être prises. Nous sommes en présence de faux, d'usage de faux, d'escroquerie, de trafic d'influence. Une plainte pénale a été déposée auprès du parquet de Paris. Pour ces justes motifs, Antoine Flahault ou la Task Force ont menti délibérément à la population parce qu'ils ont les moyens, évidemment, de savoir qu'il s'agissait de données frauduleuses. Emmanuel Darle est venu nous parler de la corruption informatique et notamment en lien avec les systèmes de pharmacovigilance par rapport à vous savez quoi, les chiffres qui sont donnés sont déloyaux et quand on sait les lire, dessinent une réalité bien plus préoccupante que celle qui nous est racontée. Le docteur Olivier Soulier a retracé l'histoire de cette lente corruption de la médecine à laquelle on a retiré l'art de savoir soigner les personnes avec un ensemble de recours utiles pour les rendre captifs d'une logique purement mercantile, automatisée, algorithmique, qui déshumanise la médecine et signe son échec. Ces 5 conférences sont déjà en ligne, avec la mienne où j'ai traité à nouveau de la corruption systémique et endémique des systèmes de santé. Il y en a 5 autres qui seront mises en ligne au cours des prochains jours. Celle d'Ariane Bilran, bien sûr, sur la corruption philosophique et psychologique de ce qu'il faut bien appeler une dérive totalitaire. Maître Virginie de Araujo Recchia, avocate au barreau de Paris et au grand jury du docteur Fulmich, parlera de la corruption juridique, comment les instances judiciaires sont en train de trahir leurs responsabilités vis-à-vis de la population, a fortiori le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui permettent une inversion, une violation du bloc constitutionnel et un renversement total de l'ordre juridique censé garantir nos droits et libertés. Slobodan Despot, essayiste, journaliste, éditeur, viendra parler de la corruption médiatique, qui est sans doute le fer de lance de cette manipulation et de cette dérive. Si les médias avaient fait loyalement et honnêtement leur travail, en présentant les informations qu'il était essentiel de connaître à la population, rien de tout ceci n'aurait pu arriver.
C'est quelque chose qui est détaillé dans cette conférence, mais qui évidemment a une dimension démocratique et politique fondamentale dès lors qu'un tel contre-pouvoir dysfonctionne et a été récupéré par des mafias industrielles. Mehdi Belhaj-Kassem, un des tout grands philosophes de l'époque, rien à voir avec des philosophes de plateau qui viennent faire les beaux en vendant leur soupe, nous parlera de la corruption des intellectuels, et notamment des philosophes en question, avant que Laurent Mukieli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, vienne parler de la corruption des esprits, comment les nouvelles grandes puissances financières contrôlent la narration du Covid et menacent la démocratie. J'ai également traduit et publié d'autres articles, comme celui de Ioannidis, comme un article qui retrace ce mensonge qu'on est en train de proférer, disant « mais on n'a jamais prétendu que le vous savez quoi empêchait la transmission ». C'est faux, les autorités n'ont cessé de dire l'inverse pendant 2 ans, et aujourd'hui font croire qu'on savait, comme l'a admis une responsable de Pfizer au Parlement européen, qu'en fait on n'avait pas de certitude en la matière. Tous ces contenus, je vous demande de faire du bruit. Il faut que tout le monde en soit informé. Il faut que vous envoyiez les articles à vos maires, à vos députés, à vos sénateurs, à vos médecins, à vos hôpitaux, au ministère. Il faut faire circuler ces vidéos pour que le plus grand nombre de personnes puissent en avoir connaissance. Car le degré d'expertise et de données probantes vérifiables qu'elles contiennent sont telles que nul ne peut les voir et en prendre connaissance sans être ébranlé dans la confiance qu'elle a pu avoir dans nos autorités, tellement celles-ci s'en sont montrées indignes. Je vous annonce enfin une série d'actions à venir que je vais porter dans les jours qui viennent pour mettre devant leurs responsabilités tous ceux qui ont participé du plus important au moins important à ce désastre sanitaire qui a fait violence à la population et plus encore aux groupes les plus vulnérables, avec une stratégie que j'ai peaufinée avec des gens beaucoup plus compétents que moi en la matière, des avocats, des anciens consultants de cabinets de conseil, des personnes ayant un sens stratégique très aiguisé, pour que les autorités en question ne puissent pas se voiler la face ou se permettre de ne pas répondre. Ce seront des interpellations courtoises bien sûr, sans agressivité démesurée, mais qui nommeront les choses avec une telle radicalité que j'ai bon espoir que ça fera enfin avancer les choses. C'est vrai qu'il y a un certain découragement dans l'opposition, on peut avoir l'impression que voilà, toutes les actions que nous menons depuis bientôt 3 ans n'ont encore débouché sur rien. C'est pourquoi je vous y invite, patience, confiance, le château de cartes est en train de s'effondrer. C'est vrai qu'à chaque nouvelle outrance des gouvernements et de ceux qui les pilotent à un niveau mondial, il y a quelque chose qui se dévoile de l'agenda inhumain et dystopique que certains ont à l'esprit en voulant l'imposer à la population mondiale. Et donc je vous demande de nous soutenir. Je lance également une campagne de soutien matériel à Anthropologique, qui est le site à partir duquel j'ai publié près de 400 articles, soit que j'ai rédigé soi-même, soit que j'ai traduit, soit que j'ai repris d'autres auteurs pour faire avancer le schmilblick. Nous avons besoin de votre soutien dans tous les sens du terme. Nous y consacrons des centaines et des milliers d'heures de travail bénévole. Nous ne lâchons pas l'affaire. Et enfin, je vous invite bien sûr à soutenir également les quelques sites et médias indépendants partenaires de cette démarche. Je pense à Kairos Press en Belgique, à France Soir bien sûr en France, ainsi que le magazine Nexus, le nouveau média citoyen Citizen Light, l'impertinent média en Suisse romande, covidhub.ch bien sûr, et puis 2 associations ou organismes de scientifiques et médecins, l'EMSIB, Association internationale pour une médecine scientifique et bienveillante d'un côté, et le Conseil scientifique indépendant en France. À bientôt pour de nouvelles aventures, mais tenons-nous prêts, j'ai confiance que les lignes vont enfin bouger de manière majeure dans les jours et les semaines qui viennent, mais il n'en tient qu'à nous, qu'à vous et à nous, de faire en sorte
que la confrontation avec le bilan désastreux et les violations gravissimes de l'éthique et des principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit à laquelle se sont livrés les gouvernements de nos différents pays et les parlements et l'appareil judiciaire jusqu'à aujourd'hui ne restent pas occultés et ne restent pas impunis. Je vous remercie.